Bonjour à tous. Je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui pour vous présenter les résultats du baromètre sur la digitalisation des services publics. Et je suis très heureuse de faire cette présentation avec Brice. Alors, nous avons souhaité, Soprasteria, donner la parole aux citoyens. Et l'objectif de ce baromètre sur la digitalisation des services publics, réalisé par Ipsos pour Soprasteria, doit permettre de comprendre les attentes des citoyens en matière de digitalisation des services, doit permettre de proposer un benchmark entre pays pour mieux orienter les efforts des gouvernements sur la numérisation. Alors, Brice, est-ce que tu peux nous présenter le panel et nous dire les premiers messages que nous transmettent les citoyens? Bonjour, permettez-moi également de vous dire que je suis très heureux de partager ces résultats avec vous. Tout d'abord, je voudrais souligner que c'est un dispositif qui est assez exceptionnel, puisque l'enquête que nous conduisons pour Soprasteria est une enquête barométrique. On commence donc d'année en année à avoir une profondeur de champ qui en fait tout l'intérêt. Et puis, c'est également une enquête réalisée dans, vous le voyez, plusieurs pays. La France, la Norvège, le UK, la Germanie, l'Espagne que nous avons introduite cette année. Et à chaque fois, nous travaillons sur la base d'échantillons nationaux représentatifs d'un peu plus de 1000 personnes. Donc c'est véritablement une enquête auprès des grands pays européens, auprès des opinions publiques des grands pays européens, sur les grands enjeux de transformation digitale des services publics. Je vais du coup commencer à partager avec vous les premiers résultats de cette enquête qui concerne la façon dont les citoyens de ces différents pays jugent l'état d'avancement des services numériques de l'État. Et comme vous le voyez ici, on a des citoyens qui en réalité sont à la fois impatients, mais qui ne sont pas tous logés à la même enseigne dans tous les pays, puisque quand on leur demande s'ils considèrent que la numérisation des services publics est suffisamment avancée, est avancée ou pas avancée, on a un taux, vous le voyez là, qui est élevé dans quasiment tous les pays. On est notamment en France et en Norvège à 72% et 82% de citoyens qui considèrent que l'État est avancé dans la numérisation de ses relations avec les administrés. C'est un petit peu moins au UK et également en Espagne, donc nouveau pays que nous avons introduit dans le baromètre, et c'est nettement moins en Allemagne. Donc il y a un peu une Europe à deux vitesses, avec des pays très avancés, et c'est notamment la Norvège. Un pays qui est très en retard du point de vue des citoyens, c'est l'Allemagne. Mais malgré tout, dans tous ces pays-là, le sentiment, c'est que les choses avancent et qu'elles avancent évidemment dans le bon sens. Quand on creuse un peu plus ces résultats et qu'on demande aux citoyens s'ils considèrent que ce qui est fait est suffisamment avancé dans une série de domaines, là, pour le coup, ce qu'on constate, c'est que dans pratiquement tous les pays, la question de la fiscalité apparaît comme le domaine le plus avancé. Alors c'est évidemment un bien pour les citoyens qui ont à faire de multiples démarches, de déclarations et autres, mais c'est peut-être encore plus un bien pour l'État. Et on voit que dans tous ces pays, l'État a d'abord privilégié ce qui pouvait lui être le plus profitable en termes d'efficacité. Et du coup, puisque cette fonction est maintenant bien remplie, puisque les citoyens jugent assez unanimement que sur tout ce qui relève de la fiscalité, les choses sont bien avancées, eh bien on mesure d'autres écarts. Donc vous avez des services qui sont beaucoup moins avancés selon les populations dans certains pays et aussi une très grande diversité de situations suivant les populations interrogées. Par exemple, en Norvège, vous voyez qu'une très grande majorité, 82% des Norvégiens, considèrent que les services sont très développés en matière d'éducation, ce qui n'est pas du tout le cas en France ou dans d'autres pays. Inversement, en France, les services sont jugés plutôt bien avancés, plutôt bien développés sur ce qui relève de la sécurité sociale, ce qui est également le cas des Espagnols. Donc on a une diversité extrêmement grande de situations, en tous les cas de situations telles qu'elles sont jugées par les opinions publiques, qui renvoient tout simplement aux stratégies de développement qui ont été mises en place par ces différents États. Si je poursuis les indicateurs macro que nous avons ainsi posés, ce qu'on voit également, et c'était évidemment important, c'est que quel que soit le niveau de départ, quelle que soit la façon dont les citoyens jugent l'avancement de ces travaux, ils considèrent tous massivement qu'il faut continuer, qu'il est prioritaire que l'État continue à développer
des services numériques, à développer une relation avec les citoyens qui passe par une digitalisation importante. Et vous le voyez ici, quand on leur demande est-ce que c'est prioritaire ou pas prioritaire, c'est prioritaire dans tous les pays. C'est quelque chose qui véritablement est plébiscité. Il y a là un levier, un terreau qui fait consensus dans la population. Alors certes, vous avez encore des écarts. On voit que la Norvège, qui pourtant est déjà bien avancée, eh bien en Norvège, la population dit qu'il faut continuer à avancer, que c'est prioritaire, mais c'est le cas également dans un des pays où c'est le moins avancé, en Allemagne, où là, 73% des Allemands nous disent qu'il faut, de manière prioritaire, développer les services digitaux au niveau des gouvernements et des services publics dans leur relation avec les citoyens. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que quand vous l'utilisez, vous avez envie encore plus de l'utiliser, quand vous en avez la possibilité, et puis quand vous êtes en déficit, comme en Allemagne, ça n'obère pas pour autant votre volonté que ces services soient développés. Alors tout ça, c'est très joli. Reste une question centrale, c'est est-ce que les citoyens eux-mêmes sont prêts à passer à l'acte? Il ne suffit pas que les services de l'État mettent en place une digitalisation des services qu'ils rendent aux citoyens, il faut encore que les citoyens veuillent véritablement les utiliser. Et là, pour le coup, la réponse, elle est massive. Et vous noterez également que sur cette échelle de réponse qui est en 4 points, vous avez un taux important de gens qui disent oui, tout à fait. On est quasiment dans tous les pays à plus de 20%, voire à 30 ou 36% en France, de citoyens qui nous disent oui, nous sommes tout à fait prêts à basculer sur ce type de relation pour peu qu'elle soit mise en place par l'État. Et les niveaux globaux, du coup, sont extrêmement importants. Vous les voyez ici. Les citoyens, partout, nous disent à plus de 80% qu'ils seraient prêts à utiliser ce type de service. Voilà pour le cadrage général. Donc c'est développé, ils veulent que ça se développe plus, ça se développe dans différents domaines et il faudrait que ce ne soit pas simplement la fiscalité et les citoyens sont prêts à utiliser les services qui seront mis à leur disposition. Claire va maintenant vous présenter ce qu'il y a aussi derrière ces demandes et derrière cette volonté en termes de simplification. Oui, alors on l'a vu, on voit qu'il y a une perception par l'ensemble des citoyens des efforts du gouvernement en matière de digitalisation, mais l'expression des priorités fortes marque une impatience des citoyens. Et la question qu'il faut qu'on se pose, c'est pourquoi cette impatience? En réalité, et ça c'est un des enseignements majeurs de cette enquête, les citoyens attendent qu'on leur simplifie la vie. Alors, quels résultats sont-ils posés? Tout d'abord, ils ont une attente forte sur la simplification des usages. Vous avez sous les yeux la comparaison entre l'avancement, c'est-à-dire 86%, pour prendre l'exemple de la France, 86% des Français ont conscience que les services publics se sont développés. Mais en réalité, seulement 66% estiment qu'ils sont faciles d'usage. 20 points d'écart. Alors, quand on interroge les citoyens sur les priorités de simplification, eh bien, nous avons, là encore, des priorités très claires qui sont affirmées. Là, vous êtes sur des ratios où on est de manière absolument certaine qu'il faut le mettre en œuvre, donc des ratios très déterministes, et les citoyens posent leurs priorités. Alors, pour la France, pour prendre cet exemple, mais c'est identique dans les autres pays d'Europe, il y a 4 attentes prioritaires. Et je vais essayer de parler par la voix du citoyen. La première attente, c'est parler mon langage, que je le comprenne. La deuxième attente, facilitez-moi l'accès aux services, proposez-moi un guichet unique qui me permette d'accéder à des services coordonnés entre administrations et proposez-moi des identifiants uniques. Et enfin, le dernier élément assez intéressant, vous le voyez, c'est les 4 premiers sur la France à 43%. Prenez en compte ma situation personnelle, présentez-moi ma situation personnelle, mon compte citoyen en ligne qui récapitule mes services et qui peut permettre d'avoir une meilleure connaissance de mes droits personnalisés et fléchés. Alors, si on continue dans les attentes des citoyens, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire qu'ils expriment aussi des priorités très claires quand on regarde les domaines d'intervention de l'État.
le premier domaine le plus prioritaire pour tous les citoyens en Europe, et ce, quels que soient les pays, c'est la santé. Vous voyez, la santé arrive comme le domaine prioritaire. C'est un phénomène de société. Prendre soin de sa santé devient une préoccupation de l'ensemble des citoyens et ils voient un bénéfice important dans la digitalisation de ces services. Si je fais maintenant un focus sur la France, la deuxième priorité, c'est l'emploi, quand la troisième est l'état civil. Mais alors, me direz-vous, est-ce que ça correspond à l'avancement? C'est-à-dire, est-ce que ça correspond aux efforts qu'ont fait les gouvernements en matière de digitalisation? Et c'est là que c'est tout à fait intéressant. On voit qu'il y a un écart important, un gap, entre les trois domaines d'avancement, c'est le haut de cette présentation, et les trois domaines prioritaires. Il n'y a, prenons l'exemple de la France, il n'y a aucun domaine commun. Et quand on interroge le citoyen, le Français, sur les moments de vie pour lesquels il pose des priorités de digitalisation, on voit que ça correspond à des moments de vie stressants ou des moments de vie récurrents qui impactent fortement son quotidien de vie. C'est quoi? C'est je perds mon emploi, j'ai besoin de retrouver un emploi, j'ai besoin de m'occuper de ma santé, je perds mes papiers ou je demande des renouvellements de papiers. Donc autant d'événements quotidiens qui appellent une priorisation des services. Et sur les domaines jugés prioritaires, la santé, l'emploi, l'état civil, quand on regarde l'évolution de l'avancement à travers notre baromètre d'une année sur l'autre, on voit que ça progresse peu. Et quand on regarde l'évolution de l'expression de la priorité, ça progresse énormément. Ça devient de plus en plus prioritaire. Autrement dit, le citoyen perçoit que le gouvernement n'a pas les mêmes priorités. Voilà. Alors, le citoyen est impatient, le citoyen est prêt, le citoyen a des priorités très claires qu'il exprime, et on voit que ces priorités traversent tous les pays, mais le citoyen est aussi inquiet. Pourquoi il est inquiet? Il est inquiet parce que, vous le voyez, pour 71% des Français, pour 79% des Anglais, et pour plus de 60% dans les autres pays, il est inquiet parce qu'il n'a pas la garantie de la confidentialité et de la sécurité de ses données. Autrement dit, il interpelle les gouvernements, le gouvernement de chaque pays d'origine, sur sa capacité à assurer la protection de ses données personnelles. Et donc là encore, il nous semble que c'est un message très fort à adresser au gouvernement. Alors, une fois que nous avons vu ces attentes plutôt de nature individuelle, exprimées fortement par les citoyens dans tous les pays, regardons maintenant comment le citoyen interpelle le gouvernement sur sa stratégie de transformation globale. Tout d'abord, comme vous le voyez ici, il y a un consensus qui reste extrêmement fort, une croyance qui reste ultra dominante sur les bénéfices possibles pour le développement du pays d'une numérisation accrue des services de l'État. Et dans un continent, dans un système de pays où souvent on évoque la défiance des citoyens, il est rare d'avoir de tels résultats. Il est rare de voir qu'à plus de 80% en Angleterre, 79% en France, 83% en Norvège, etc., on nous dit que la numérisation va permettre de développer le pays dans sa globalité. C'est là un message, je crois, extrêmement important pour les États. Il faut être capable de répondre à cet espoir parce que les effets déceptifs, si jamais ça ne suivait pas derrière, seraient extrêmement importants. L'autre élément aussi qui apparaît très fortement, vous le voyez ici, c'est l'idée que, au sens positif, cette transformation numérique va permettre de mieux lutter contre la fraude fiscale. Et dans tous ces pays, je le sais par beaucoup d'autres enquêtes, la question de la fraude fiscale est un enjeu majeur. Donc là aussi, être capable de répondre à cette demande, à cette volonté, est quelque chose d'extrêmement important et d'extrêmement positif qui nourrit ce mouvement de digitalisation des services publics de l'État. Et puis, mais Claire l'a déjà évoqué, la troisième grande attente que l'on peut identifier, c'est quand même la demande de simplification. Faire en sorte que ces services-là ne permettent pas seulement de développer le pays ou de lutter contre la fraude fiscale. Ça, ce sont des objectifs macroéconomiques, mais faire en sorte
tout simplement, et c'est extrêmement difficile, que cela simplifie ma vie. Et la demande de simplification est une des tendances majeures des sociétés avancées, des sociétés complexes. Faire des économies ensuite arrive à un niveau quand même un peu moins important. Et alors, quand on interroge le citoyen sur son appréciation des impacts liés à la digitalisation sur les services publics, il y a quelque chose de très important qui ressort. Vous l'avez sous les yeux. Les 3 priorités, et de manière massive pour tous les citoyens dans tous les pays, c'est la prise en compte de l'impact humain. Il y a d'une certaine manière une grande lucidité des citoyens dans l'impact sur les agents publics et le nécessaire développement des compétences. Vous voyez, pour plus de 86% des citoyens, ils évaluent, ils ont cette maturité d'appréciation des impacts. Le deuxième impact qui est mis en avant, c'est l'accessibilité pour tous aux services publics. Donc ils ont conscience de cette nécessité d'accompagner cette accessibilité et d'accompagner la prise en main des services. Autrement dit, les citoyens, et dans tous les pays, ont conscience de l'impact humain lié à la transformation digitale. Ils ont conscience de ce défi. Ils ont conscience que la transformation digitale est un changement énorme à conduire, culturel, organisationnel, sur la gestion des talents. Et donc, ils interpellent les gouvernements pour qu'ils relèvent ce défi. Et donc, en conclusion, pour finir sur ces résultats, on pourrait conclure en disant que la transformation attendue par les citoyens est très profonde. Plutôt que d'améliorer l'efficience des services publics, ils attendent que les gouvernements développent de la valeur dans le quotidien de vie des citoyens, et ce, dans chaque pays. Donc ça veut dire remettre au centre les préoccupations des citoyens pour adapter les bons services publics. Et à ce moment-là, il faut avoir l'honnêteté de considérer les 3 conséquences sur l'action publique. La première conséquence, c'est que repenser la valeur pour le citoyen nécessite de repenser l'action publique dans une chaîne de valeur du citoyen où coexistent le public et le privé. Voire à terme, on peut même se demander si les services privés ne vont pas désintermédier les services publics. La deuxième conséquence, c'est que la digitalisation n'est pas une fin en soi. L'attente est de construire des parcours entre administrations qui facilitent la vie du citoyen. Et la troisième conséquence, et c'est un enjeu majeur, c'est le décloisonnement de l'action publique. Si nous voulons, à l'exemple des attentes des citoyens, proposer un guichet unique, ça suppose que l'action publique qui aujourd'hui est très verticalisée soit décloisonnée et que des stratégies plus globales soient mises en œuvre dans chaque pays par chaque gouvernement. Je vous remercie pour l'attention que vous avez portée aux résultats de cette étude et je vous propose maintenant qu'on passe à la table ronde. Donc pour tous ceux qui n'ont pas de traducteur, nous allons passer à la langue anglaise pour animer cette table ronde et nous avons souhaité vous faire partager des retours d'expérience autour de cette question de la prise en compte des attentes des citoyens. Donc je vais me diriger vers nos illustres représentants et j'aurai l'honneur d'animer cette table ronde. Alors, thank you very much for you to be here today. We are very pleased. And perhaps, first of all, I would like you to introduce yourself, each of you, and to present your field of responsibility. The boring presentation, Claire, is that I am the Vice Mayor of Finance, responsible for digitalization of Oslo, the capital of Norway. The fun part is that I was here in Paris in 2006, being part of a small startup team, launching what has been probably one of the most successful digital operations in France, today called and known as Le Bon Coin. So my journey has been from being a digital entrepreneur into becoming a politician, and that has been some journey.
Hello, everybody. I'm Khalil Rouana. I'm the Deputy Director General in DG Connect and the DG and the Commission and the European Commission. DG Connect deals with the digital policies. So we handle the legislative framework around digital, the telecom legislative framework, the audiovisual legislative framework as well, the framework for cybersecurity, and part of the data legislation. We also support research, innovation, and digital. We run the major programs for research and development and innovation, and for the deployment of digital technology, digital infrastructure, digital applications, and we deal with the digital transformation of the areas of public interest, all the policies related to these aspects from the EU perspective. Hello, my name is Switze Veransbeek and I'm the founder of Citizen Lab. And what we do is we help governments connecting with the citizens. We are an online platform for participatory democracy. On the one hand, giving people a direct say in the local decision making. They can have a say within top-down more projects of the city, but on the other hand, also more from the bottom up, bring their own policy priorities to the table of the policymakers and bring it to the political agenda. But then on the other hand, we also help the governments translate all the input from the citizens automatically into insights for policymaking. Today we work with almost 100 governments a bit all over the world, going from big cities such as the city of Vancouver, city of Brussels, city of The Hague, to small municipalities. And what I would like to definitely add, or my view here on the panel, is definitely going to come also with a focus on citizen participation. Thank you very much. So my first question will be to Khalil. Khalil, what about the actions undertaken at European level? And are they in line with the expectations we saw, the citizens' expectation? Thank you, Claire. Thank you, Claire. First, very good analysis, really. And the conclusions from Bruno and you are right on spot. They converge with the analysis that we do on a yearly basis. We have an observatory that observes the digital penetration and in all areas of the society and the economy, the adoptions by the citizens and the citizens' perspectives on the digital transformation areas of public interest and private sector as well. And they do converge with the trends that we see, and they go more into details, and there are observations that are very important that are coming out of this. I do agree with the shift and the citizen perspective on digital and the wider awareness of the importance of digital innovation, digital technology for modernization of our areas of public interest across the board. And the two priorities that came out now as, you know, new priorities that citizens see do converge exactly with our analysis. And indeed, we're trying to respond to this. Just to say that on the scope of the EU action, EU policies, to start with, health, digital transformation of healthcare is a key priority. It's a key priority of the digital single market policy, which is the umbrella policy that is one of the 10 policy priorities of the Union today. And within digital single market, health or digital transformation of the health system is a key priority. It's key. We have announced in April a big initiative that we worked on together with the member states, together with the health professionals, together with the associations of users of all health services. And we presented it in April. It focuses on access to health data, access to electronic health records, with the objective of every citizen having an electronic health record that is accessible all across the Union, wherever you are. But it goes beyond. It's about aggregating this health data, anonymizing it, securing it, and aggregating it and bringing it in an easy way to health professionals, to scientists, in order to make health services more fit for the need. We call it personalized healthcare, in order to ensure integrated care starting from healthy lifestyle to prediction, prevention,
prevention to diagnostic to treatment down to follow-up. All this is an initiative, and we're accompanying it with financial support to build up the data space, the health data space across the Union, making sure that we can use artificial intelligence, predictive analytics to make the best out of health, to track diseases, to bring in new diagnostics, bring in new treatments. Financial support, create the health data space, but also financial support to test, experiment, develop new solutions, showing how health data can be used. Big initiative on health. We're following it with legislations, a recommendation that is coming on a standard for electronic health record to make sure that we have across Europe accessible and easy integratable health data, e-prescription, etc. Health, a very important area. We did the same thing for education. We earlier this year also, in March, we proposed big initiative on the digital transformation of the educational system in the Union. That's work also to be done with the member states, and mainly in the member states, to make sure that we bring in digital as early as possible to the education system, but also that we train our workers, we upskill our workforce to be adapted to the digital transformation, to upcoming of artificial intelligence. Just to state these two areas extremely important that come first, and we really try to respond to that now. But on the approach as well, in order to be able to deploy these services, you need trust, you need security, you need to simplify. The single gateway, the once only principle, we proposed a legislation earlier this year on this, and we're building up together with the member states all the tools that will enable us to have a one single entry to your digital data so that citizens can access this. Once only principle, a big priority for us. We have the legislation, we're putting the money together with the member states to make it a reality. 2, cybersecurity and security and trust. We also propose the legislation on electronic identity, essential to make sure health services come and all other types of services become a reality. We have a legislation on electronic identity, and we're also supporting with money coming from the Union. With that, we're supporting the building blocks to make this electronic identity together with the member states a reality as well. On the approach, securing, trusting, in addition to one of the most advanced legislation to protect the data of our citizens, the GDPR, General Data Protection Regulation. That is, I think, where Europe took a lead worldwide to ensure that our citizens can trust data that is entrusted to the public sector. These just give you an idea of what we're trying to do. We propose also a very ambitious initiative on cybersecurity to shield our citizens and administrations from cyber attacks. That was in September last year, and now we're proposing a legislation on cybersecurity certification as well. Thank you very much. And now, Robert, you are Deputy Mayor in Oslo, and we saw that Norway is on the top, on the podium, but there is still a gap between advancement and priorities. One of the most important priorities is in Norway. So can you explain what is the strategy implemented by the Norwegian administration for digital transformation first? I think when we look at comparisons like this, it is easy to become a little bit flattered. Norway is high up there. We're delivering high on the expectations. But as you saw, our inhabitants also have very high ambitions for what we are going to do with public government going forward. I think this is not a big surprise, shouldn't be. Norway was the second country in the world being connected to the internet. We were 5 minutes before London. London needed Norway to get connected to the internet, so we were number 2, UK were number 3. So we were early adopters of new digital technology. We are a rich country. Wealth is very balanced distributed in Norway, so everybody are connected. The distribution rate is high. Implementation of new technology go fast in Norway, and so on and so forth. So we are supposed to be up there. When I see these kind of comparisons, however, I become a little bit scared, because I am a politician. I am part of the problem.
And when you give me good numbers, I can easily go to my voters and say, see how good we are, and we're not good at all. Because my citizens, they are comparing the government services to Facebook, to Google, to Netflix, to Amazon. And those are the companies that we are supposed to compare ourselves with, not only for the products, but also on how fast we move, how agile are we, how citizen focused are we, and so on and so forth. And if you do that kind of comparison, I am afraid that we are more behind than what these numbers look like. And that, I think, is the most significant challenge for public government going forward. And then we come to maybe the core of democracy, trust and relevance. If we are not relevant in our public government going forward, really understanding how to use new technology into serving our citizens, and that relevance is gone, then the trust will also be challenged. And when the trust and the relevance is challenged, people will start asking, why am I paying so high taxes? And then we have a challenge for the democracy. So yes, these are pleasant numbers for Norway, isolated, but that should not be kind of a way for the politicians in Norway to sit back, relax, and enjoy the elderly livelihood into the sunset. Yeah, and we understand better the expectations at a very high level. So what, at the local level, Oslo City Council, what is your approach? Well, we are doing several things. First and foremost, we have a challenge. The challenge is that most leaders in the public sector of Oslo, they are white men aged middle 50 like me. The average age of the citizen in Oslo is 33. So we don't really live the life of our citizens. So what we have done is that we have created a vision through a very simple animated film, which you can find on YouTube. His name is Tim. He's a future citizen of Oslo, and he describes how his expectations to the city public services will look like in 2020 to 2025. In addition to that, we have put what we call digital young people at the end of 20, beginning of 30, to walk together with our leaders in order to just implement their thinking and their experience upon their leadership. Everyone who have had teenagers at home knows that walking together with teenagers every day do something with the way you're thinking. So we're doing all these actual things to make change happen, because we need change to happen. Thank you very much. So perhaps last question to Vitz. How do you involve citizens in the digital transformation? Yeah. So it's a broad question, but I think for us there are a couple of key factors there. The first one is to actually start from problems and not from solutions. So think about which processes today have a lot of friction. So you've given a couple of examples on taxation, asking for a permit, but to actually start from a problem rather than from the solution, not doing a technology push, that is, I think, key factor number one. So really co-designing the processes starting from needs of citizens in their everyday life. A second thing is, a challenge that we also see is that governments, they are very much silo structured. So we see that when they engage the citizens, it's very departmentally. And I think we need to overcome this by becoming more citizen-centric, thinking about the experience that we deliver in the end to the end user of our services, the citizens, and centralize as much as possible. And then a third thing that I actually want to stress here, because we're of course talking about digitization, and the same also for our field of citizen participation. One of the most important aspects is actually, and you already touched upon it, is inclusion. Making sure that when we go digital, that we don't push out the ones who are not yet or don't have the access to the services, by focusing on accessibility, on inclusion, making sure that all the services that we design, that they are very usable. I think those should be top priorities in our race to digitization. And what about innovation? Does citizens' job improve administration innovation? So talking about innovation and citizen participation, I think what we've learned is that today the way that we do citizen participation, or the way that we've done it over the past 50 years, is still very bothersome. It takes a lot of resources, both for citizens if they have to go to a town hall meeting on a Tuesday night at 8 o'clock. It takes a lot of time. And the same actually for our governments.
it takes a lot of time to get organized internally, to collaborate with the different departments, to process all the input that comes in. And so my suggestion would be, or my recommendation is to think about citizen participation as a process. You collect input from your citizens, you engage your citizens, you manage it efficiently with your administration, and then in the end you translate it into actionable insights for policy making. So today we have new technologies, modern technologies such as artificial intelligence, natural language processing, that can help us with the very mundane tasks of classifying input to the right department. There are a couple of applications actually that can be, or summarizing input from citizens. Those tasks can be automated, can be facilitated, and then the time that we free up using technology can actually be used for civil servants to have more contact with citizens, to collaborate more internally, and in the end to become more responsive towards citizens in order to deliver better services to their citizens. Thank you, Wietse. On va switcher en français. Et Brice, est-ce que tu pourrais nous dire ce que tu retiens un peu des leviers clés pour une transformation digitale des services publics qu'on pourrait qualifier d'inclusive? Ce que je retiens déjà, c'est que les 3 interventions que vous avez faites convergent vers l'idée qu'il faut être exigeant et pertinent et ne jamais se reposer sur ses lauriers. J'ai bien entendu cela de la part du politique chef d'entreprise et il a raison, mais surtout qu'il faut être dans des approches personnalisées, concrètes et pas simplement top-down. Vous avez donné l'exemple de la santé. C'est un très bon exemple parce qu'on voit que cette préoccupation monte partout dans tous les pays. C'est quelque chose qui interpelle les citoyens et qu'on peut, à travers la question de la santé, du dossier médical partagé au niveau européen, apporter des solutions, apporter des éléments qui prouveront aux citoyens qu'il y a là, non pas le développement du numérique pour le numérique, mais quelque chose qui génère des bénéfices concrets. Et cette volonté d'être beaucoup plus concret sur des services personnalisés et beaucoup plus du côté du citoyen est un élément clé pour entretenir la légitimité de ce développement. C'est également ce que vous avez un peu développé d'une autre façon, mais finalement je trouve que c'était la même philosophie, que si on veut continuer le chemin qui fait qu'on aura un développement inclusif, il faut se préoccuper de ceux qui pourraient ne pas être concernés par ce processus, donc il faut également les ramener là-dedans, et qu'il faut se garder, moi je le résumerai comme cela, à la fois d'une arrogance technocratique et d'une arrogance technique, qui ferait que les problèmes seraient conçus par le haut au service du bas et conçus de manière extrêmement technique. En réalité, l'enjeu, mais il me semble que c'est ce que vous avez dit chacun avec vos mots, c'est d'inverser cette pyramide, c'est de faire en sorte que les services numériques soient bien co-fabriqués aussi par rapport aux attentes des citoyens et qu'ils soient suffisamment simples pour ne pas laisser sur le bord du chemin des pans entiers de la population. C'est ça qu'il nous disait dans l'enquête et c'est ça, d'une certaine façon, que vous êtes en train de nous dire qu'il faut faire. Eh bien, nous clôturons cette table ronde et cette séquence. J'espère qu'elle vous a intéressé. Je remercie très chaleureusement tous les intervenants à cette table ronde et je vous remercie de votre attention. Merci.